Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Donc, j'ai projet sur Afrique, donc 2050. Nous étions donc en direct avec Monsieur Sotontouron, qui était donc au tribunal ce matin et qui nous faisait un peu donc de la situation, ce qu'on appelait donc l'affaire Ousmane Gawa. Là, vous l'avez écouté, aussi il a parlé un peu de son parti qui se portait très bien après donc le Congrès. Voilà, je crois que peut-être que d'ici quelques petites minutes ou bien vers la fin de l'émission, on va donc M. Sotontouron pour son mot de fin. Mais nous avons aussi une personnalité qui est donc en ligne. Il s'agira donc de l'honorable Amadou Damaro que vous connaissez très bien pour son franc-parler. Ces derniers temps, il est devenu donc l'homme le plus médiatisé donc de la Guinée. Voilà, il nous fait donc l'honneur aujourd'hui d'être avec nous pour répondre à nos questions. Voilà, alors c'est que ça sera très clair. Vous connaissez donc les principes du show. Alors nous n'allons pas du tout, permettez-moi l'expression, badiner avec. Nous avons un honorable. Il viendra, nous allons discuter avec lui. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Si vous avez des confrontations, vous attendez après pour l'appeler honorable. Mais pour l'appeler et puis régler certainement vos comptes. Mais ce soir, il s'agit donc de répondre aux questions et nous n'accepterons pas du tout des écarts de langage ou bien de manque de respect. Si vous avez des questions, vous les posez. Vous n'avez pas du tout de questions, vous attendez certainement après pour des commentaires. Alors on va aller donc rapidement. Je pense que nous allons Honorable Amadou Damaro Camara, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Jacques, bonjour à vos nombreux auditeurs, comment allez-vous? Ça va très bien, honorable, ça fait plaisir de vous avoir tout le temps. On sait que chaque fois que vous êtes, même depuis le pays, voilà, que nous avons besoin de vous, vous venez, vous nous apportez un peu votre lumière par rapport aux différents dossiers. Alors, honorable, avant de commencer un peu très rapidement, vous avez écouté donc M. Sotontouron qui était donc au tribunal un peu ce matin. Il nous a un peu relaté un peu de faits. Vous êtes honorable, vous avez un de vos collègues qui a été donc en Guinée, on peut le dire, un peu emprisonné pendant 48 heures, ou bien détenu pendant 48 heures. Aujourd'hui, sans avoir levé son immunité parlementaire. Aujourd'hui, il a été condamné avec sursis à 18 mois. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, honorable? Bon, franchement, je dois avouer que tout ça n'honore pas notre institution. Je connais M. Gulde. C'est moi qui l'ai donné une petite table à l'hôtel Kaloum en 94, je crois, 94-95, pour qu'il commence à vendre des cellulaires, des téléphones cellulaires qui était un nouveau marché qui naissait. Et depuis, il m'appelle tonton, et depuis, nous avons gardé des relations que je considère assez bonnes. Monsieur Gawalo aussi, je le pratique depuis l'installation de l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, nous avons d'autres rapports que je peux considérer de famille. Sa grande sœur qui vit à New York porte le même nom que mon épouse et qui a d'ailleurs, nous a fait l'honneur il y a quelques années de séjourner chez nous ici à Atlanta. J'avoue que le départ de cette histoire, c'est le problème des véhicules. Tous les deux ont commis des erreurs par rapport au bureau de l'Assemblée. L'État a subventionné 2 types de véhicules au choix pour les députés guinéens. Les Land Cruiser qu'on appelle de type 2 et des Prado, qui sont aussi des Land Cruiser, mais qu'on appelle communément Prado. Et il y a eu une quinzaine au départ dans le choix qui ne voulaient ni de l'un ni de l'autre. Il y en a qui ont demandé à avoir des Land Cruiser V8. Il y a même qui ont demandé autre type de véhicules, tels des Infiniti.
quand les uns et les autres ont posé des problèmes de ce genre, je présidais la commission d'attribution de ce marché. J'ai demandé à ce que ceux qui désirent un autre véhicule aillent directement négocier avec le fournisseur et que la commission ne se mêlait pas de ça. De telle manière que M. Guldet a fait son premier programme d'importation en fonction du volume fait des préférences des uns et des autres pour ou la Prado ou la Land Cruiser 2. Et parmi ceux qui demandaient du spécial, M. Gawal demandait à avoir une Prado V6. Il est venu me voir et il m'a même dit, écoute Mambo, je veux que tu me payes la différence. J'ai dit, Mambo, moi je prends quelque chose d'ordinaire, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour te payer la différence? Ah non, tu peux faire ça. Enfin, c'était la blague entre nous. Bon, je crois que ça a duré pendant des mois. Il tenait à avoir une Prado qui était plus confortable selon lui, mais en V6, parce que les 4 cylindres ne pouvaient pas grimper pour aller à Gawal à cause de l'état des routes. Bon, j'avoue que quand les premiers véhicules sont venus, beaucoup ont renoncé à leurs ambitions de prendre des V8 parce qu'il fallait payer entre 20 et 25 000 $ selon les options qu'on mettait sur le véhicule de différence. Bon, je crois qu'à un moment donné, Gawal a renoncé. Bon, Guldet, qui est particulièrement gentil, a commencé, quand il a commencé à recevoir les véhicules, problèmes de couleur, des problèmes d'accessoires, il a commencé à livrer lui-même les véhicules aux députés. La commission a attiré son attention qu'il n'avait pas de contrat avec les députés, il avait contrat avec le bureau de l'Assemblée, il devrait livrer les véhicules à l'Assemblée, quitte à nous de les distribuer. Ça n'a pas tenu. J'avoue qu'il a beaucoup perdu là-dedans d'ailleurs, parce qu'il y a des députés qui allaient demander à ce qu'on monte des accessoires, tels les pare-chocs supplémentaires à l'avant, à l'arrière, des porte-bagages, et refusaient de payer ou refusaient de payer le prix que le fournisseur exigeait avoir. Et j'ai attiré son attention pour lui dire, attention, si tu ne peux pas nous les livrer, ne fais pas de promesses. Mais j'avoue que moi-même, je suis aujourd'hui dans une position extrêmement difficile parce que tout le monde s'est dit, ah, c'est Damaro qui lui a donné. On a même dit, ah, il a donné à quelqu'un de l'opposition. Non, il a donné par, c'était son protégé, etc., etc. Alors que j'avais été jusqu'à parler avec la banque de Guldet avant de lui donner le marché. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui avait une surface financière pour financer les 100% des 120 et quelques véhicules. Et nous étions aussi, nous demandions aussi à ce que la personne permette à ce que les députés payent pendant la législature, donc pendant 5 ans. Donc c'est lui seul qui nous offrait ça. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que je n'étais pas là, je crois, quand ça s'est passé, j'étais à Johannesburg. Monsieur Gawal est venu, je ne sais pas est-ce qu'il a été appelé, est-ce qu'il est venu de lui-même. Je sais que tous ceux qui n'ont pas eu encore de véhicules sont partis des dizaines de fois chez Guldet. Et Guldet, effectivement, a donné de faux rendez-vous. Bon, il est parti et quelques minutes après, M. Guldet m'a appelé pour me dire qu'il vient d'être agressé par Ousmane qui lui a jeté le verre d'eau et qui l'a blessé. Et la première version de Ousmane, c'est que Guldet n'est pas un parent, n'est pas un ami, n'est pas un collègue, il ne peut pas
continuer de le dribbler, il a une personnalité, etc., etc. Mais ce qui m'a étonné, c'est que, comme il vient de dire, c'était une nouvelle version, il n'a versé que de l'eau sur Gulde. Mais Gulde était blessé. Mais je ne vois pas pourquoi qu'un député ait versé de l'eau sur un opérateur parce qu'il n'est pas content, que cela nécessite la mobilisation de la coordination du Fouta pour demander à Gulde de retirer sa plainte. Que le bureau de l'UFDG vienne présenter des excuses à Gulde parce qu'on lui a versé de l'eau et que M. Seydou Ndiallo lui-même appelle Gulde pour déplorer ce qui lui était arrivé et lui demander de retirer sa plainte, c'est un peu le côté spectacle de la politique guinéenne. J'avoue que si c'était pour la publicité, ça, M. Gawal a fait un bon coup. On ne parle que de lui depuis 4 jours, sur tous les sites, dans toutes les radios, etc., etc. Si c'était ça, oui, c'est une réussite. Mais c'est regrettable que des personnes parce que, vous savez, Jacques, dans tout ce qu'on fait, pour moi, c'est un problème de crédibilité personnelle d'abord. C'était regrettable que Gulde soit agressé de cette façon, et surtout que Gawal a le recours. Je crois que le jour, moi j'ai quitté Conakry le 26, je crois que c'est le même jour ou un jour avant, il m'a appelé pour me dire que il a été suffisamment patient, ça fait 2 ans presque qu'on tire ça de son salaire, il faut que Gulde lui paye des intérêts, etc., etc. J'ai essayé de le calmer, mais apparemment, il a une personnalité extrêmement difficile. Et j'essaie souvent de le temporiser. Vous allez voir, il m'a attaqué, moi, sur toutes les formes. Je ne l'ai jamais répondu. Je ne me suis jamais disputé avec lui parce que je me mets purement et simplement au-dessus de ça. C'est regrettable, ça n'honore pas notre institution. Au-delà de cette agression, quand on parle de démocratie, quand on parle de récupération, le président de la République a eu une occasion, selon la loi même, de traduire Ousmane Gawal en justice. Un député n'est pas n'importe qui, même si on n'est pas n'importe qui, on n'est pas permis de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi. Le journaliste a maintenant un cours qui a disparu, qui inquiète tout le monde. La conclusion de M. Ousmane Gawal en Assemblée nationale était que c'est le président de la République qui lui a donné un sacrifice pour rester à secrétaire. C'était une Assemblée nationale, ce n'était pas une causerie. Quand c'est un député qui s'exprime comme ça, et que le parti qui se veut démocratique et qui veut gérer demain le pays n'en fait aucune déclaration, ne le regrette pas, ou qui traite le président de menteur, de tous les noms d'oiseaux, nous avons quand même, au-delà de la démocratie, qui n'est pas tout à fait dans cette forme-là de chez nous, nous avons nos valeurs. Ousmane Gawal Alpha peut avoir Ousmane Gawal comme fils. C'est un gars de la cinquantaine contre un autre qui a 77 ans quand même. Il y a une façon, même si on est en politique, de s'adresser. Ousmane Gawal ne porte pas de gants quand il parle de quelqu'un. Et je l'ai dit une fois, tu ne peux pas continuer tous les jours à insulter tout le monde et t'en sortir tout le temps. On peut faire de la politique, on peut critiquer, mais on n'insulte pas. Et malheureusement, Ousmane Gawal aime insulter. Et il insulte tout le monde, sans exception. Il insulte le président de l'Assemblée, il insulte le président de la République, il insulte Amadou Damaro Camara, il insulte tout le monde. Et souvent de manière très grossière. C'est ce qui est regrettable. Et tout le tapage autour de ça, c'est l'UFDG qui en a fait un tapage. C'est Gulde qui a porté une plainte. S'il l'a retiré ou pas, là, je n'en sais pas. Mais
ce qui est sûr, c'est qu'il a porté une plainte. Et quand on porte une plainte, on te convoque pour venir t'exprimer. On dit non, tu ne vas pas parce que tu es député. Bon, est-ce que c'est un respect pour notre justice qui a cet art, qui a ses insuffisances? Mais il faut bien que justice se fasse à un moment donné. C'est tout ce que je peux dire pour ça concernant cet épisode de notre vie politique qui n'en vaut pas tant la peine. Sinon, l'UFDG aurait dû laisser juste Gawal répondre à la justice, à la plainte, suite à la plainte d'un citoyen. Et après, si c'est le gouvernement qui en faisait sien, si elle avait des protestations à faire, ils allaient le faire. Mais tu ne peux pas dire que Ousmane Gawal a raison, vous le soutenez, mais vous regrettez ce qui est arrivé à Djuldé, vous demandez des villes mortes, vous allez voir un ministre pour qu'il s'implique. Finalement, il faut que PMDG, ça, c'est ce qu'elle fait. Voilà un peu. Oui, honorable, merci beaucoup pour la présentation des faits. Tout à l'heure, en parlant donc de la condamnation donc de l'honorable Ousmane Gawal, vous avez évoqué, selon vous, les injures proférées contre le chef de l'État et contre vous et contre les autres. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre sa condamnation et puis ces injures? Je ne suis pas juriste, mais je sais une chose, c'est que si le député que je suis est couvert par l'immunité parlementaire dans l'exercice de ses fonctions ou l'opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions, cela n'exempte pas le député d'être poursuivi en cas de délit, surtout quand tu commets un délit. C'est-à-dire que je peux prendre le couteau, je blesse quelqu'un parce que je suis député, et rien ne doit en sortir. Et puis quand on demande, par exemple, on dénonce que le président de l'Assemblée ne s'est pas impliqué. Mais l'UFDG ne siège pas à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée a écrit à l'UFDG, n'a pas daigné répondre. Le dernier acte de Fodé Oussou, qui est actuellement tellement dopé par peut-être sa réélection comme vice-président et qui est sur tous les fronts en disant du n'importe quoi, est parti trouver le bureau de l'Assemblée en réunion. On lui dit que le président de l'Assemblée est en réunion avec les membres du bureau. Pour lui, je suis aussi membre du bureau, il faut qu'il me reçoive tout de suite. Il a tellement tapé à la porte que ceux-là étaient obligés de lever la séance et de sortir de la salle. Tu ne peux pas respecter un tel président et vouloir venir le voir après parce que tu as un collègue qui a des problèmes. Il y a eu combien de fois le ministre de la Justice nous a écrit une fois pour attirer l'attention du bureau de l'Assemblée sur le comportement et les injures que Ousmane Gawal proférait à l'encontre de qui que ce soit, y compris le président de la République. Alors nous avons voulu appeler Ousmane Gawal au bureau pour le lui signifier. l'UFDG a dit que non, ils allaient s'en occuper. Et la réponse, c'était que le ministre n'avait pas le droit d'écrire pour le comportement de Ousmane Gawal. Bon. Qu'il soit condamné, ça, j'avoue que je suis du législatif. D'abord, je ne suis pas juriste de formation, je suis du législatif. Je me garde de faire des commentaires sur le travail judiciaire. Mais justement, honorable, est-ce que vous ne craignez pas une jurisprudence dans l'affaire Ousmane Gawal où tous les députés peuvent être vulnérables? La Constitution guinéenne, à son article 65, dit ceci: aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion donc de ses opinions ou donc des votes émis par lui dans l'exercice donc de ses fonctions de député. Aucun député ne peut être pendant la durée de session être poursuivi ou arrêté en matière pénale qu'avec autorisation donc de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit. Aucun député ne peut
hors session, être arrêté ou détenu avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit de poursuite d'autorité par l'Assemblée nationale ou donc de condamnation définitive. La manière dont il a été donc arrêté, hein, on a parlé de son domicile perquisitionné, vous ne craignez pas une jurisprudence, c'est-à-dire dorénavant, hein, tout député sera vulnérable. Non, non. Il y a déjà une jurisprudence. M. Dalin était dans le gouvernement quand on a arrêté M. Alpha Condé, député. De mémoire des Guinéens, je ne l'ai pas entendu protester. Car sûrement, il ne savait pas ce que c'était les droits de l'homme ou la démocratie. M. Sidia Touré était Premier ministre quand on a arrêté le professeur. L'actuel ministre de l'élevage a été arrêté avec Bamama, tous deux députés. Ils ont été incarcérés à la maison centrale. Tous ces messieurs-là étaient des ministres, membres du gouvernement. Sûrement, ils n'ont pas levé le petit doigt. Donc, il y a déjà une jurisprudence. Mais ceci dit, d'abord, on n'est pas en session. Et deuxièmement, on dit très bien les articles que vous venez de lire. On ne peut pas être poursuivi ou arrêté pour des avis, le vote ou des opinions exprimées. Ça, ce n'était ni un vote, ni une opinion exprimée, et nous ne sommes pas en session, et je ne peux pas qualifier, je dis que je ne suis pas juriste, mais un député exerce des violences sur un citoyen. C'est vrai, il n'y a pas eu bataille, parce que Yulde n'est pas quelqu'un de cette nature. Et puis, une première déclaration de Ousmane, c'est qu'il a nié en bloc. Et j'entendais M. Sow tout de suite dire qu'on a fabriqué des blessures. Heureusement que Yulde est de la même ville que M. Dalin. S'il a fabriqué des blessures pour qu'ils soient venus lui demander pardon, comment ils ont envoyé la coordination du Fouta demander pardon et lui demander, c'est entre nous, de retirer sa plainte. Pourquoi M. Seloudal lui-même a appelé? Si c'était de l'eau, s'il n'y a pas eu bagarre, il n'y a rien eu du tout. On a versé de l'eau et l'eau a blessé, ou bien même on a créé des blessures pour qu'ils viennent demander pardon. C'est ça un peu le côté hypocrite de ce que l'on fait. Tout ce qui vient de mon côté est bien. Tant que c'est de l'autre côté, c'est mauvais. C'est ce que moi, je ne fais pas en politique. J'aurais eu beaucoup plus de respect aux uns et aux autres dans cette affaire si on avait dit Ousmane Gawal est parti trop loin. Et nous demandons, au nom du parti, des excuses. Nous prenons des excuses à M. Gildé et nous demandons à la justice d'être clément en la matière. Ce serait plus responsable, ce serait plus respectable que de menacer si on le touche. Le FDG sera sur son chemin. Il a fait 48 heures ou 72 heures en prison ou détenu. Qu'est-ce que le FDG a fait? Rien. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Bon, c'est un sujet, franchement, qui, à mon sens, qui n'en vaut pas toute la peine. Mais je sais que chaque député qui fera ça, désormais, aura le même sort. Et ce serait tout à fait normal. Alors, justement, j'allais poser la question. Vous avez parlé tout à l'heure d'offense à chef d'État venant donc de l'honorable Ousmane Gawal. On sait que le chef d'État est protégé. Pourquoi, jusqu'à présent, il n'a pas encore porté plainte contre l'honorable Ousmane Gawal? Non, parce que, justement, il ne veut pas que cela soit interprété de cette façon-là, parce que nos gens ne sont pas sérieux avec leurs convictions. Sinon, il l'a dit au procureur, celui qui m'insulte maintenant. C'est ça aussi une loi en Guinée. Hein. On ne peut pas. Imaginez-vous qu'on dise à une assemblée, le président est un criminel. C'est lui qui a sacrifié le journaliste pour rester à Sékou-Touré. C'est une accusation extrêmement grave de la part d'un élu du peuple. Mais personne n'a levé le petit doigt pour désapprouver ce genre de déclarations qui ne sont pas de nature ni à consolider le tissu, ni à qualifier le débat politique dans notre pays. Il ne peut pas le nier aussi, il y a des studios en matière. C'était un assemblée du parti.
Voilà. Alors, puisqu'on parle de loi, hein, l'opposition, vous avez donc fait passer donc votre proposition de loi afin donc de mieux armer donc les forces de l'ordre pendant donc les manifestations. Certaines personnes vous disent que vous avez donné donc les armes, hein, aux forces de l'ordre donc de tuer donc des opposants ou bien des manifestants. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Pourquoi une telle loi? Bon, ce qui me surprend un peu, c'est que tous ceux qui contestent ce genre de loi vivent dans des pays où ce genre de loi existe. Qu'est-ce que cette loi a fait, en fait? D'abord, dans la continuité de la réforme des forces de défense et de sécurité en Guinée. Il y a une composante formation, il y a une composante éducation civique et il y a une composante juridique. La loi, depuis toujours en Guinée, nous ne savons pas situer les responsabilités quand il y a des débordements ou il y a des gaffes. Qu'est-ce que cette loi a fait? Premièrement, cette loi a classifié les genres de manifestations par intensité et a classifié aussi les manifestants selon leur agissement. Manifestations pacifiques, manifestants non armés, manifestants armés avec des objets hygiènes, des manifestants armés avec des armes blanches, des manifestants armés avec des armes. Et cette loi aussi a précisé, selon la nature des manifestations et selon la nature de l'armement des manifestants, a classifié qui doit réquisitionner la force de l'ordre face à la nature des manifestations. Est-ce que c'est le sous-préfet qui doit réquisitionner les forces de l'ordre et pour quel genre de manifestation? Est-ce que c'est le préfet, le nouveau supérieur, est-ce que c'est le ministre de l'administration du territoire ou le ministre ou son collègue de la sécurité, ou bien c'est le président de la République qui doit réquisitionner les forces de l'ordre? Nous sommes, Jacques, nous sommes aux États-Unis. Il est arrivé, moi je vis au sud, il est arrivé, selon les dernières manifestations courant cette année même, que le maire, c'est lui ici qui réquisitionne la police pour le maintien d'ordre. Mais c'est le gouverneur qui réquisitionne la garde républicaine pour les manifestations selon l'intensité. Donc la loi dont on parle en Guinée, c'est ce que cette loi a fait. À partir de quand le sous-préfet seulement peut faire la réquisition des forces de l'ordre, à partir de quand et comment? Ça doit être au niveau du préfet, du gouverneur, du ministre et du président de la République. Ensuite, en fonction de l'autorité qui demande la réquisition, voici comment les responsabilités sont situées et comment, en cas de débordement, de bavure, les bavures doivent être rapportées. C'est tout ce que nous avons fait. Et on parle, oui, on a autorisé à utiliser les armes à feu et à tirer sur les manifestants à bout portant. J'ai défié quiconque de me montrer où est arme à feu et de me montrer où est manifestant, où est bout portant, où est tiré. On a dit, au cas où il est absolument nécessaire d'utiliser les armes à feu, on a donné deux instruments avant l'usage des armes à feu. Premièrement, le coup de clairon pour avertir les manifestants. Deuxièmement, des haut-parleurs pour avertir les manifestants. Et si et seulement si les manifestants sont armés et tirent sur les forces de l'ordre. Nous avons donné un exemple. On a deux sous-préfectures pour des problèmes de terres agricoles qui se sont armés mutuellement, qui se sont brûlés mutuellement leurs tracteurs, et
ont commencé à se tirer dessus à la Sévrotine. Qu'on envoie les forces de l'ordre pour aller mater une telle manifestation, vous n'allez pas leur demander d'aller avec des gourdins. Et les gens croient que les manifestations, ce sont seulement ce qui se passe sur l'axe Bambeto. Il n'y a pas que ça. Et toutes les manifestations ne sont pas des manifestations politiques. Il peut y avoir des manifestations sociales. Il peut y avoir des problèmes entre des groupes ethniques à un moment donné pour tel ou tel problème de terre, problème de mignon, etc., etc. C'est cette loi que nous avons prise et qui, si elle est promulguée, sera appliquée. Et je sais aujourd'hui qu'il y a une loi ici, même à cause de la gâchette facile des policiers ici aux États-Unis, qui est maintenant là au Congrès, qui demande même à ce que désormais des caméras soient montées sur oui, mais honorable. Ça fait 2 ou 3 mois que vous avez voté cette loi, ça n'a pas encore été promulgué par le chef de l'État. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il ne serait pas tellement d'accord avec ça? Non, il y a une procédure des lois justement chez nous, c'est que quand on vote une loi à l'Assemblée, elle est envoyée à la Cour constitutionnelle qui existe désormais pour voir la conformité de la loi avec la Constitution. Et il y a ensuite, c'est envoyé au président de la République pour son droit d'amendement. Alors, le président de la République a la possibilité de redonner n'importe quelle loi à son système juridique pour mieux lui expliquer. Mais ce n'est pas cette loi, il y a 6 des 22 lois que nous avons votées pendant la session de ces lois qui ne sont pas encore promulguées et dont certaines n'ont rien à voir avec le problème de force de l'ordre. Donc c'est un problème de procédure. Et de toute façon, ce droit légitime revient au président de la République. Mais comment vous expliquez aussi ce n'est pas une proposition de loi, c'est un texte, c'est un projet de loi, donc venu du gouvernement. C'était venu du gouvernement, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Comment vous expliquez donc en ce moment la réticence des organisations internationales des droits de l'homme, comme Amnesty International, Médecins sans frontières et autres? Comment vous expliquez un peu leur réticence par rapport à ce... J'ai demandé à 2, je crois, des représentants de ces ONG, est-ce qu'ils ont eu la chance de lire la loi? Ils m'ont répondu non. Y compris Foudé Oussou, qui m'a dit qu'il est révolté pour cette loi. Je lui ai dit, oui, mon cher collègue, un député n'est pas d'accord avec une loi, il vote contre. Mais tu ne quittes pas l'Assemblée et de l'autre côté de la rue, continue de te révolter contre la loi alors que tu pouvais être là pour en débattre. Et ensuite, je lui ai posé la question, est-ce que tu as lu cette loi? Il me dit non, qu'il a lu seulement les conclusions. Je dis, mais écoute, quand moi je vais me prononcer sur quelque chose, j'essaie d'abord de le dominer. Quand je ne le connais pas, je dis, je ne connais pas, je ne me prononce pas. Aucun ne m'a dit, je l'ai lu, en voici des articles qui ne sont pas bien. Mais c'est toujours, comme vous savez, il y en a par rapport à nous qui a une machine de propagande beaucoup plus huilée, beaucoup plus performante que ce que nous avons. Mais ils ne vous diront pas, voici l'article incriminé. Ils ne l'ont pas lu. Merci beaucoup, honorable. Venez donc à un autre aspect, certainement, donc de l'actualité un peu sociopolitique en Guinée. Vous militez aujourd'hui pour un 2e mandat du président Alpha Condé. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Qu'a-t-il fait réellement pour mériter donc un 2e mandat? Oh, écoutez, c'est le peuple de Guinée qui va l'apprécier. Si je ne suis pas en train de faire le bilan de M. Alpha Condé, je n'assume pas, il est l'exécutif, je suis le législatif, je n'assume pas totalement son bilan. Je sais qu'il aurait pu mieux faire. Les raisons sont à la fois endogènes et exogènes, mais pour celui qui connaissait la Guinée en 2010, il faut qu'on soit particulièrement de mauvaise foi
pour ne pas reconnaître que quelque chose a été fait. La Guinée reste un pays pauvre. La Guinée manque encore des services sociaux de base. On n'a pas suffisamment de courant, on n'a pas suffisamment d'eau, on n'a pas suffisamment de routes. Des gens encore ont faim, c'est une réalité. Mais est-ce que la prétention était de développer la Guinée en 5 ans? Oui, c'était un rêve, mais c'était impossible. Mais d'ici là, qu'est-ce que Alpha Condé a fait? Ben, dans le domaine de l'eau, par exemple, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu d'investissement dans ce secteur. Depuis 57 ans. Alors, il est en train d'en faire. Dans le domaine électrique, on a tout essayé. Ben, je crois que maintenant, ça commence à aller. Non seulement Conakry, mais les villes environnantes commencent à avoir du courant 24 heures sur 24. Nous sommes à Conakry. Désormais, en 2016, là, nous aurons l'autoroute de 50 km qui va relier Conakry à Koya. Et à l'intérieur du pays, l'axe, la dorsale de la Guinée, la route numéro 1, nationale numéro 1 qui fait Conakry à Yomu, est en train d'être goudronnée. Ceux qui sont de la forêt Beila, Zérekoré, on n'a jamais rêvé sur les 130 km quand nous on était. En 2010, j'ai fait la campagne sur les 115 km qui séparent Beila et Kérouané, j'ai fait 10 heures. Aujourd'hui, je le fais en un peu moins de 2 heures. Beila, Zérekoré, complètement goudronné. Nous sommes à 30 km avant Zérekoré. Kanga Mandiana, enfin, c'est pas moi, Mamou Kouroussa, en train d'être fait. Le riz, qui est l'aliment de base, aujourd'hui on mange le riz blanc parce qu'on le veut, parce que la différence entre le riz du pays et le riz importé est telle aujourd'hui qu'on peut, n'importe quelle bourse peut manger le riz qu'il veut. Et le port de Conakry, ça n'intéresse pas certainement ceux de l'intérieur, mais le port de Conakry est loin aujourd'hui d'être celui qu'il était en 2010. L'agriculteur aujourd'hui peut libérer sa femme ou ses enfants du désherbage à cause des intrants subventionnés que l'État leur donne. La production a triplé. Le fonctionnaire a eu son salaire plus que doublé en 5 ans. L'inflation était de 23%, il est à près de 10 ou un peu moins aujourd'hui. Alors, quand on est fonctionnaire, on avait 1 million avec 23% et on a aujourd'hui 2 millions ou 2 millions 500 avec 10% d'inflation. Cela s'appelle pouvoir d'achat. Donc, je ne veux pas faire ce chapelet, mais je sais qu'aujourd'hui, toutes les préfectures de la Guinée sont illuminées par lampadaire. Toutes les 305 sous-préfectures sont illuminées par lampadaire. Ça, ce n'est pas rien en 5 ans, malgré les marches, malgré les casses, malgré Ebola, qui a pratiquement, pendant 1 an, 2 ans maintenant, isolé la Guinée de toute activité économique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous allons avoir au mois d'août là, je rentre certainement le 18, 19, dès le 20 ou le 21, nous aurons une session extraordinaire pour la loi rectificative, la loi des finances rectificatives. Bon, je crois que les Guinéens sont suffisamment informés, suffisamment mûrs pour dire si ils peuvent accorder un second mandat à Alpha ou pas. Moi, je crois que vous allez me demander, je vais dire oui en mérite. Vous allez demander de l'autre temps, on va dire non, tout est mauvais, il ne mérite pas. Bon, c'est au soir des résultats que l'on dira qui avait raison. Alors, c'est un débat qui n'est pas gagné. Voilà, M. Sidia Touré pense qu'une économie qui n'a pas du tout de croissance ne peut pas certainement aider la population. Et l'idée donc d'un deuxième mandat
pour le président Alpha Condé est très impopulaire au sein donc d'une partie de la population. Et surtout, avant donc les élections donc communautaires. La preuve, des manifestations, des villes mortes. Aujourd'hui, le chef d'État vient de confirmer donc la date des élections pour octobre. Est-ce que ce forcing ne risque pas, selon vous, de créer encore un peu la Chine en Guinée? Non, M. Sidya Touré est un économiste très compétent, que je connais personnellement. Il a été Premier ministre pendant 4 ans, de juillet 1996, je crois, en fin 99. Il a fait beaucoup de choses. Mais s'il a laissé la Guinée électrifiée, ce n'est pas Alpha Condé qui est venu éteindre. S'il a laissé toutes les routes goudronnées en Guinée, ce n'est pas Alpha Condé qui est venu les enlever. S'il a laissé de l'eau dans Conakry, ce n'est pas Alpha Condé qui est venu fermer le robinet. Et c'est vrai, quand une économie n'a pas de croissance, elle ne crée pas de richesse. Ça, c'est de la palisse. Même si Sidya connaît, s'il veut être juste économiste et un peu moins politique, il sait pourquoi il n'y a pas de croissance. J'avoue que avant Ebola, la croissance n'était pas ce que nous voulions, mais avec Ebola, la croissance est devenue quasiment nulle pour des raisons objectives. Là, M. Sidya le sait, il le sait pourquoi. Mais si Ebola nous avait prouvé qu'on devrait rembourser au titre de la dette publique plus de 2000 milliards de francs guinéens en service de la dette publique, la Guinée, à cause d'Ebola, ne serait pas capable aujourd'hui de payer les fonctionnaires. C'est parce qu'il y a eu cette situation, heureusement, que ces signaux, ces indicateurs macroéconomiques ayant été maîtrisés pendant les 3 premières années du mandat du professeur Alpha Condé avant l'arrivée d'Ebola, qui nous a permis aujourd'hui de survivre à Ebola d'une certaine façon. On ne peut pas ne pas reconnaître ça. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'États que nous connaissons qui ont eu moins que ça, qui n'arrivent pas à payer leurs fonctionnaires à défaut de subventions budgétaires venues souvent des anciens pays colonisateurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons aborder donc un autre aspect de l'actualité sociopolitique dans votre pays. Il s'agit donc du dialogue politique. Nous avons tous encouragé un peu cela. Où se trouve aujourd'hui ce dialogue? Vous avez été accusé d'être un peu à la base donc de l'échec un peu donc de ce dialogue. Alors, donnez-nous votre part de vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, j'ai entendu ça. J'ai même vu mes photos sur le net où on a mis la croix de Gama d'Hitler pour dire que j'étais l'extrémiste, j'étais celui qui ne voulait pas de la réussite du dialogue. Alors que je n'exprimais qu'une position tout à fait logique. De quoi il s'agit? Notre opposition a eu tellement de revendications qu'elle se perd dans les revendications quand il prend une suite logique. Quand on avait les contacts informels, nous nous sommes dit, OK, M. Damaro, il faut pousser pour nous, nous avons besoin d'amener quelque chose à nos militants, nous avons des pressions. Qu'est-ce qui vous gêne à demander avec nous à la CENI de suspendre une activité qu'elle n'a pas commencée? C'est-à-dire que la CENI suspende les activités relatives aux élections communales. Comme ça, nous allons venir autour de la table. La loi 016, qui est une loi organique qui a installé la CENI, interdit aux commissaires d'avoir des injonctions de la part des politiques ou de leur structure d'origine. Mais la classe politique entièrement, nous avons demandé donc à la CENI de suspendre ce calendrier. La CENI nous a posé une permission tout à fait naturelle.
Si nous le suspendons, nous le remplaçons par quoi? La réponse n'est pas venue. Bon, finalement, il y a eu une plénière à la CENI. La CENI est revenue le lendemain pour nous dire, nous suspendons. Et il y a eu un écrit en la matière. Donc, nous sommes venus, ayant obtenu ça, nous sommes venus autour de la table. Pendant qu'on se préparait à s'entendre sur un ordre du jour, la délégation de l'opposition nous a fait la surprise de dire non, nous avons mandat de venir aujourd'hui pour demander à ce que la CENI annule purement et simplement comme un acte définitif le chronogramme. Sinon, nous ne restons pas. Nous leur avons demandé, vous ne pouvez pas quand même demander au président de la CENI accompagné de deux collègues de prendre la décision d'annuler purement et simplement un chronogramme qui n'est pas quand même une date lancée au pifomètre parce que tout simplement, de manière fantaisiste, on veut faire des élections à une date donnée. Bon, la CENI a demandé donc à avoir une plénière en la matière. Nous avons dit, mais est-ce que vous avez une autre date à proposer? Non, il faut que l'on l'annule, sinon on ne reste pas. Nous avons fait violence sur nous pour dire, d'accord, nous acceptons le principe de l'annulation du chronogramme. Mais est-ce qu'on peut établir les points à inscrire à l'ordre du jour? J'en dis oui. Donc, on a établi les points à l'ordre du jour. Premièrement, c'était les délégations spéciales. Deuxièmement, le calendrier électoral. Troisièmement, le fichier. Quatrièmement, on a dit débat sur la CENI. Et cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, c'était la reconduction des points qui, en sens, abritaient suffisamment dans les dialogues passés. C'est-à-dire les indemnités victimes de violences, suivre les chrétiens qui ont commis pendant ces manifestations, il fallait avoir accès, il fallait permettre à l'opposition d'avoir accès aux médias, etc., etc. Si je peux dire, ça c'était des points à l'ordre du jour de tous les jours. Mais l'essentiel, c'était ces 4 points. Bon, on s'est séparés. Le lendemain, on revient pour commencer donc à parler de ces points. On nous dit, non, nous ne pouvons pas parler tant qu'il n'y a pas un acte. L'accord de principe ne suffit pas parce que vous ne respecteriez pas l'habitude. Il faut un acte pour dire le chronogramme est annulé. On a perdu encore cette journée. La CENI est partie en plénière et a rédigé cet acte d'annulation du chronogramme. De toute façon, le chronogramme à ce niveau n'était qu'une CENI. C'est ça la loi. La CENI propose une date, c'est le président de la République qui valide ou invalide cette date en appelant les électeurs aux urnes. Bon, quand on a amené cet acte, la première, on dit, bon, donc est-ce qu'on peut aborder les points à l'ordre du jour? Le premier point, c'était les délégations spéciales. Qu'est-ce qu'on en fait? Ces délégations spéciales qui ont fait couler tant d'encre et de salive. On nous dit, non, c'est prématuré. Allons-y au deuxième point, c'est le calendrier électoral. Donc, on a sauté le premier point sans se prononcer parce qu'ils ont dit que c'était prématuré. Nous sommes venus au calendrier électoral. Alors, la question qu'on pose à la CENI, c'est de dire, bon, pourquoi vous avez proposé le calendrier qu'on a annulé? C'est là où j'ai répliqué, mais non, écoutez, vous ne pouvez pas me demander de tuer quelque chose, de l'enterrer ensemble,
3-4 jours après, vous revenez qu'on le déterre pour en compter les ossements. Où est le sérieux? Est-ce que vous avez une date, une autre date à proposer? C'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils nous disent le 30 août. On dit, bon, ce n'est pas vous qui organisez les élections, ce n'est pas nous qui organisons les élections. C'est la CENI qui organise les élections. Ensemble, posons la question à la CENI. CENI, est-ce que vous pouvez organiser des élections communales le 30 août et les élections présidentielles le 11 octobre? La réponse était sans appel. Non. Juridiquement, non. Techniquement, non. Budgétairement, non. De manière opérationnelle. Voilà. Donc, sur ce point, donc, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Il n'y avait pas à se prononcer, c'était non. Alors, l'opposition nous demande à ce que l'on convoque une session extraordinaire de l'Assemblée et que tout ce qui sera consensus là-bas, on peut régler tous les problèmes juridiques parce qu'il y a dichotomie entre les codes électoraux et des collectivités d'une part et la Constitution d'autre part. Et il y a même de l'opposition entre le code électoral et le code des collectivités. C'est là où j'ai dit qu'on ne peut pas continuer de se comporter comme pendant la transition. On ne peut pas quitter l'Assemblée nationale délibérément, sans raison parlementaire, et se retrouver dans un forum, même s'il s'appelle dialogue national, pour concocter des lois et aller les faire juste approuver par l'Assemblée comme une caisse de résonance, priver ainsi les députés de leur droit de débattre des sujets. J'ai dit que je ne participerai pas à cela. Et si on prenait cette décision, à l'Assemblée nationale, je demanderais à mon groupe parlementaire de voter contre. C'est ça la démocratie. Quand on veut modifier, amender, abroger une loi, si on est député, on fait des propositions de loi. Si vous avez le vote, il passe. Si vous n'avez pas le vote, la loi n'est pas modifiée. Mais on ne créera pas une constituante, on ne créera pas une assemblée bis qui sera supérieure à l'Assemblée nationale, qui est l'émanation de la volonté du peuple de Guinée. J'ai dit que, en tant que député, en tant que président de groupe parlementaire, je ne vais jamais le cautionner. Et je suis allé plus loin. Je leur ai dit, même si c'est le président de la République qui me le demandait, j'allais demander à mes députés de voter contre. On ne peut pas s'aborder l'Assemblée, on ne peut pas la quitter pour la dévaloriser et que nous participions à sa mort. Donc, c'est là où les uns et les autres ont compris que, on dit que voilà comment je bloque. Le lendemain, mon ami Célidal est venu lui-même avec une dizaine de personnes, alors que le dialogue disait que chaque délégation devrait avoir 7 personnes. Quand ils sont arrivés, nous avons soulevé le fait qu'il y a 3 personnes de plus. Ils nous ont demandé que c'était une opposition plurielle et ils avaient des problèmes de représentativité. Nous avons dit que nous sommes aussi une majorité plurielle. Il n'y a pas que 7 partis dans notre majorité, mais nous avons pris quelques-uns qui peuvent faire ce travail et il fallait que les messieurs sortent. Donc, quand ils sont sortis, donc les 3 supplémentaires sont sortis, M. Cellou Dalein Diallo est rentré dans une de ces diatribes anti-régime basées sur le manque de démocratie, de Alpha, etc., etc. Finalement,
j'étais obligé de le rappeler, que les communes dont on parle ont été installées par lui quand il était Premier ministre. Et en ce moment, le président d'alors lui a dit, en tant que Premier ministre, je ne veux pas d'opposition à Conakry. Non seulement il n'y a pas eu d'opposition à Conakry, mais M. Steve Bele a donné 30 préfectures sur les 33 au PUP, y compris dans une zone comme Sigri et Kérouane, avec des morts. Je lui ai dit que nous ne voulons pas faire comme le passé, comme ils l'ont fait, mais de grâce que nous ne fassions pas des leçons de démocratie. Voilà un peu ce genre de langage que j'ai tenu. Et Abouakar Silla qui parle de non-accès de l'opposition aux médias d'État. Alors que ce même jour, j'avais eu, moi, un débat avec, et bien d'autres avant moi, avec M. Badiko, qui est un opposant virulent, avec le ministre de la Communication. Nous avons eu un débat à la télévision nationale. Je l'ai demandé aussi à M. Silla. Vous avez été ministre de la Communication. Combien de fois le RPG est passé sur le plateau de la RPG? C'est de grâce. Nous sommes tous de la Guinée ici. Ne faites pas comme si tout vient de commencer. En cas où la Guinée est juste née avec Alpha Condé, elle a existé 52 ans avant qu'Alpha Condé ne vienne au pouvoir. Voilà un peu ce qui s'est passé au cours du dialogue. Après, ils ont demandé non seulement à ce que les élections aient lieu le 30 août, au même moment, il faut reprendre le recensement général de la population. Au même moment, il faut recomposer la CENI et avoir des élections le 30 août et en octobre. Voilà un peu le manque de cohérence dans les revendications de l'opposition. Ce manque-là, nous, on ne peut pas se permettre de mettre le pays à feu et à sang parce que tout simplement, quelques messieurs ne sont pas contents, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc, si vous me demandez où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes venus au fichier. Ils ont dit qu'ils ont des appréhensions parce que dans certaines zones de la Guinée, favorables au pouvoir, il y a eu un enrôlement massif d'enfants. La CENI a reconnu que, premièrement, ils n'ont reçu aucune plainte de la part de qui que ce soit concernant ces enrôlements, alors que les CARL sont composés paritairement de l'opposition, de la mouvance et de la CENI. Mais qu'à cela ne tienne, la CENI propose, premièrement, qu'il y ait une commission mixte qui va aller à l'affichage des listes. Toute photo qui paraît être une photo d'enfant soit enlevée et mise dans le contentieux. Deuxième phase, que la même commission composée de l'opposition, de la majorité et de la CENI aille pour distribuer les cartes d'électeurs et qu'on ne donne des cartes d'électeurs qu'à des personnes physiques qui s'y présentent. Si un enfant vient pour prendre sa carte, qu'on ne la lui donne pas. Ce serait 2 filtres déjà pour filtrer, pour assainir le fichier national. Deuxièmement, qu'on propose 2 experts choisis par l'opposition, 2 experts en problèmes électoraux et électroniques. Allô? Alors, je crois qu'il y avait un frère qui a son micro ouvert. Allez-y, honorable, excusez-moi. Il y a un frère qui avait son micro ouvert. Voilà. Qui 2 experts de la mouvance, 2 experts de l'opposition, sous la supervision de 2 experts de la communauté internationale, participent à l'assainissement du fichier national. Nous avons dit, si le fichier est aussi facilement corruptible, si on peut en faire ce que l'on veut, c'est à nous de nous inquiéter parce que le directeur du fichier, c'est le 2e représentant de l'UFDG à la CENI, M. Geng. Alors, pour nous,
j'ai dit aussi clairement tout ce qui peut amener à la transparence de ces élections, nous allons les accompagner. Mais déjà pour le fichier, voilà ce que l'on peut proposer et c'est ce que la communauté internationale a proposé. Donc, le calendrier, c'était une date farfelue. Je n'ai même pas parlé de l'aspect financier parce que les communales coûteraient à peu près 400 milliards, les présidentielles à peu près 300 milliards. Donc, où est-ce qu'on va trouver 700 milliards pour faire des élections en quelques jours de différence? Donc, le premier point qui était les délégations, ils ont refusé qu'on en parle. Le deuxième point, ils ont proposé un calendrier fallacieux. Le troisième point, nous avons donné toutes les garanties et aussi la communauté fichier. Et le quatrième point, la recomposition de la CENI. Nous avons dit, ils nous ont demandé, pour ce point précis, de faire démissionner les commissaires qu'ils croient les avoir quittés et les remplacer par d'autres. Nous avons dit, bon, la loi est claire là-dessus. La loi dit aucun commissaire qui aura prêté serment ne doit demander ni recevoir les injonctions de sa structure de base. Et si les commissaires ne démissionnent pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour les remplacer? Et quelle est la garantie que quand vous les remplacerez, ils n'auront pas la même attitude? Parce qu'on ne peut pas être mieux représenté que par sa propre fille, quelque part. C'est un lien de sang. Ou par la sœur de sa femme, ou par le frère de ma femme. C'est à ce niveau de représentativité que l'opposition est représentée à la CENI. Alors, nous avons demandé, quand on ne sait pas tous ces points-là, on a dit qu'on pouvait trouver des solutions, il est resté 2 points. La recomposition de la CENI. On ne peut pas recomposer la CENI à la veille d'une élection majeure comme des présidentielles. Et nous n'avons pas aussi, nous n'avons aucun moyen de la recomposer, sauf en violation de la loi 016, qui est une loi organique, qui ne peut être modifiée que par les 2 tiers des députés de l'Assemblée nationale. Le code électoral avait des insuffisances. Ils ont eux-mêmes introduit une proposition de loi pour amender le code électoral. Nous y avons accédé. Et par écrit, j'ai attiré leur attention. Si vous vous retirez de l'Assemblée maintenant, au mois d'avril, nous n'allons pas avoir la possibilité de faire le toilettage du code électoral. Et vous n'allez pas revenir après pour une session extraordinaire et concocter quelque chose en dehors de l'Assemblée pour faire approuver dans la précipitation par l'Assemblée. Nous n'allons pas accepter. Venez pour que l'on l'examine. Ils ne sont pas venus. Et j'ai posé la question à un des leaders, non les moindres. Mais pourquoi vous quittez l'Assemblée? L'Assemblée n'a rien à voir avec le chronogramme. Il m'a répondu, c'est pour créer la crise. Bon, d'accord. On a créé la crise. Aujourd'hui donc, j'ai travaillé personnellement avec M. Aliou Condé, qui est un ami, qui est un homme rationnel. Il nous a dit, écoute Damaro, nous allons partir avec des communes qui ont entre 10 de 10 000 et plus électeurs. Nous sommes à 90, je crois, communes rurales et 36 communes urbaines qui ont plus de 10 000 électeurs. Ça fait, sur les 5 millions d'électeurs, ça fait plus de 4 millions. Donc, l'essentiel de l'électorat. Nous allons le faire en fonction des élections législatives, proportionnelles. On a dit, OK, on est en train de travailler dessus. Mais qu'on travaille dessus, mais chaque fois qu'on aboutit à quelque chose, le lendemain, c'est une revendication. Si cette revendication n'est pas acceptée, la première qui était acceptée ou qui était acceptable ne sera plus acceptée. Finalement, on a
compris que c'était une façon de nous distraire. Et de toute façon, j'ai rappelé aussi devant la communauté internationale qu'il y a un processus que nous n'allons pas accepter, que nous suivons. 3 personnalités, 3 individus, fut-il de l'ancien Premier ministre, se retrouvent à Paris après un copier et déclarent le président élu. Il déclare utile. Il rentre en Guinée, il ne reconnaissent plus la CENI, même si au même moment, ils demandent à leurs militants de s'enrôler. Ils participent à tous les dénombrements de la CENI. Ils disent qu'ils ne reconnaissent plus les autorités locales parce que les mandats sont expirés. Ces autorités locales ont été mal élues au départ par M. Selouda Lengalo. Et ensuite, sur 65, qu'on appelle une cinquantaine de manifestations, 26, plutôt trentaine de manifestations, 26 manifestations ont été à ces autorités locales qu'ils, brusquement, disent qu'ils ne reconnaissent plus. Et ensuite, ils demandent à manifester. Ils demandent à manifester à la fois, au même moment, et dans les 5 communes, comme pour demander une insurrection populaire. C'est ce que j'ai dénoncé. J'ai dit que nous avons besoin d'avoir une opposition. Parce que l'opposition qu'on a est tellement multiple, mais elle se scinde en 2. Il y a M. Baouri et M. Kouyaté qui sont à Paris, qui demandent à ne pas parler au gouvernement Alpha. Il faut une nouvelle transition. Et il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui jouent à l'opposition républicaine et qui n'acceptent rien, qui demandent tout et ne cèdent rien. Et au même moment. Et finalement, on se demande quelle est la tendance qui va l'emporter, mais toujours est-il que nous, on ne veut pas se laisser distraire, nous allons partir à ces élections. La porte reste grandement ouverte, on m'a dit que c'est moi qui serai, j'ai dit bon d'accord, si c'est moi, mon départ, qui peut faire du bien à la Guinée, je me recuse. Et sans me recuser, j'ai quitté la Guinée depuis le 26 du mois passé. Je suis venu 4 jours, je crois, 5 à Paris. Je suis revenu ici 2 jours après, j'ai été à Johannesburg. Je suis arrivé avant-hier. Le dialogue, je ne crois pas que ça ait bougé plus que je l'ai laissé. Voilà un peu, s'il y a des questions spécifiques, voici un peu ce qui s'est passé pendant ce dialogue. Et ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Il faut que l'on apprenne, même si ça ne nous plaît pas, à respecter les institutions du pays. Si demain, on veut avoir une démocratie, ou tout au moins un semblable de démocratie, on ne peut pas s'aborder toutes les institutions et ne pas pouvoir le faire. Voilà, merci beaucoup, honorable. Les 2 dernières questions, et puis vous allons permettre de souffler un tout petit peu. L'autre question, est-ce que vous pensez aujourd'hui, puisque le chef d'État a confirmé la date des élections, une élection est-elle possible aujourd'hui sans l'opposition, une élection présidentielle? Alors, honorable, est-ce que vous entendez? Alors, honorable, est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, honorable, est-ce que vous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, ok, d'accord. Vous avez compris ma question? Je viens de la répéter. Non, je ne l'ai pas compris du tout. J'avais perdu le contact. Voilà, le chef d'État vient donc de confirmer la date des élections pour octobre. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'une élection présidentielle sans l'opposition est-elle possible? C'est à eux de poser la question. Ce que je sais, c'est que nous voulons que tout le monde participe et nous allons tout faire. Nous avons invité la communauté internationale. Ils ont dit, nous demandons à ce que la communauté internationale vienne. Nous avons tellement demandé la communauté internationale. Même aujourd'hui, la Chine s'est impliquée. Nous avons eu plusieurs réunions autour de ça, avant même le chronogramme. Il y a eu l'Union européenne,
il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a le Japon, il y a la Chine qui nous ont invités à maintes reprises. Ils nous ont reçu l'opposition, ils ont reçu la mouvance, la CENI. Ils sont prêts à apporter toute leur aide à la CENI pour que les élections répondent aux standards des élections dans la sous-région. Maintenant, si on cherche des alibis pour ne pas venir à des élections, ça n'engage que. Mais ce que je sais, c'est que constitutionnellement, le président de la République a pris, selon la loi, les élections auront lieu le 11 octobre. La Cour constitutionnelle et autres structures peuvent empêcher quelqu'un d'être candidat. Mais aucune structure, à ce que je sache, ne peut forcer quelqu'un à être candidat. Et je crois qu'on a ouvert le dépôt de candidature à la fin de la période donnée par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle annoncera au peuple de Guinée quels sont les candidats qui veulent compétir pendant les élections de 11 octobre. Bon, s'il n'y en a pas, comme ça s'est passé dans votre propre pays, voilà que Ouattara vient de terminer son premier mandat. L'opposition n'avait pas assisté, non? Alors, pendant cette période, la CENI vient d'augmenter donc la caution pour les candidats qui passent donc de 400 millions à 800 millions, donc de 120 000 $. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ça ne fait pas quand même un peu honorable? J'avoue que vous me posez une colle. Je ne sais pas les critères sur lesquels on détermine la caution. Déjà, les 400 millions de 2010, c'est sur quels critères? Je ne sais pas. Alors, pourquoi c'est 800, pas 700 et pourquoi pas 1 milliard cette année? Je ne sais pas. Mais le bon sens, quand même, de telles des cautions. Tout le monde sait aujourd'hui combien de fois la politique est chère. Et je sais qu'une telle caution va éliminer les outsiders, les petits malins qui veulent juste amuser la galerie. Et nous aurons affaire à des vrais candidats qui sont à même de battre une campagne présidentielle. Ça, il n'y a pas de secret en la matière. Ça coûte très, très cher. Même nous, les simples députés, ça nous coûte extrêmement cher. Quand on se réveille le matin, les terrasses sont pleines. On retourne le soir, la terrasse est pleine. C'est des gens qui viennent demander de l'aide. À plus votre raison, quelqu'un qui veut être président de la République. Donc, franchement, je ne sais pas quels sont les critères et je ne sais pas pourquoi 800 000, pourquoi pas 700 000 et pourquoi pas 1 milliard. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup, Honorable. Alors, Honorable, ce que nous allons faire avant de passer donc aux questions de nos amis du panel et puis de quelques auditeurs, nous allons permettre donc de boire un verre d'eau et puis revenir vers vous tout à l'heure, Honorable. OK.